Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous majuscule propos. Ce soir, on va parler de Rwanda-RDC. Maintenant, on parlera de Washington qui scelle un début de rapprochement. Depuis quelques mois, les tensions entre le Rwanda et la RDC, les tensions ont attiré d'une manière particulière l'attention internationale, l'attention de la communauté internationale, entre accusations croisées, affrontements armés et déplacements massifs de population. La situation semble figée, mais un tournant diplomatique s'indique. Washington tente de sceller un début de rapprochement entre le Rwanda et la RDC. Pour en parler, ce soir, je serai avec ambassadeur Joseph Mutawoba, ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, Amandine. Je serai également avec Tite Gatawazi, analyste politique dans les régions des Grands Lacs. Bonsoir. Bonsoir et merci. Avant de commencer, on va suivre le commentaire du ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, ambassadeur Nduhungirehe Olivier, qui est revenu sur tout d'abord, tout à l'heure, le lien des processus de résolution politique du conflit à l'est de la RDC, en partant de Nairobi, Luanda, Doha et maintenant Washington, pour dire est-ce que c'est une suite logique ou bien un changement de trajectoire. On va suivre ce qu'il a interprété. Depuis la chute de Goma et de Bukavu, il y a eu des activités diplomatiques intenses dans la région qui ont donné lieu au sommet de Dar es Salaam du 8 février, qui a mis sur pied le processus de l'EAC de la SADC, donc qui a fusionné les deux processus précédents de Luanda et de Nairobi. Et il vous souviendra que il y a eu 5 facilitateurs, co-facilitateurs qui ont été nommés et aussi un médiateur, le président togolais, qui a été nommé pour remplacer le président Lourenço de l'Angola. Et parallèlement à ce processus africain de l'EAC de la SADC, il y a bien sûr les pourparlers de Doha, qui ont commencé le 18 mars avec la réunion au sommet entre le président Tshisekedi et le président Kagame, en compagnie de l'émir du Qatar. Et puis, après ce sommet, il y a eu des réunions sur 2 volets. Il y a eu des réunions entre des représentants du gouvernement rwandais et du gouvernement congolais. Et puis, un deuxième volet entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais. Et d'ailleurs, cela est une avancée positive, une évolution positive de la part de la RDC, puisque la RDC s'était obstinée à refuser tout dialogue direct avec l'AFC M23, ce qui a d'ailleurs fait échouer les 2 processus précédents, le processus de Luanda et de Nairobi. Et donc, il y a ces pourparlers de Doha, il y a aussi le processus, on appelait le processus de Washington. On a signé le 25 avril une déclaration de principe pour arriver à un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Et pour nous, donc, tous ces pourparlers, tous ces processus sont complémentaires. Mais nous estimons que le processus africain de l'EAC et de la SADC est un processus central et que les autres processus donc, sont complémentaires et vont nous permettre, on l'espère, qu'il y ait une paix définitive pour mettre fin à cette guerre qui a duré plus de 30 ans. Alors, ambassadeur Mutawoba, comment est-ce que la communauté internationale devrait interpréter ce message? Écoutez, le message est très simple et très clair. Quand on parle de paix ou de recherche de la paix, dans un pays, dans une région ou dans le monde, on sait qu'on a affaire à beaucoup de facteurs et à beaucoup d'institutions, beaucoup de personnes, etc. Donc, si la région des Grands Lacs, par exemple, a pu faire quelque chose, pouvait faire quelque chose, ça c'est un départ. Si l'East African Community pouvait faire quelque chose à son niveau, c'est une chose. Mais si les 2 ou les 3 pouvaient combiner avec la SADC, comme ça s'est fait, etc., c'est une augmentation de chances et on ne devrait pas voir cette prolifération d'initiatives comme un problème. C'est plutôt un début de solution puisque tout le monde intéressé vient avec un apport
apport, je précise pas rapport, mais je précise un apport nouveau à essayer de mettre sur table pour que les gens puissent considérer ce qui est nouveau et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, que ça vienne de la région ou de la région d'Afrique et que ça vienne de l'Europe ou des Amériques, peu importe d'où, pourvu que ça vienne pour montrer la bonne volonté de pouvoir chercher une solution. Ouais, voilà. Ça, donc, je crois que ça serait, le ministre a tout à fait raison. Ouais, c'est une bonne façon d'avoir la vue élargie et tout le monde peut trouver une solution. Ouais. Alors, Tite, maintenant, on va dans la région des Grands Lacs, en Afrique, donc. Comment est-ce que ce message devrait être interprété? Pas particulièrement le message, mais je parle seulement de l'intervention de Washington. L'intervention de Washington vient nous dire que la guerre a trop duré, qu'il y a beaucoup de pertes en vies humaines, en matériel, qu'on dépense des ressources qui auraient dû être affectées au développement socio-économique. Washington vient rappeler que ce n'est pas la peine de développer des rhétoriques qui viennent falsifier les faits et que donc le mensonge peut courir autant qu'il veut, on peut le répéter autant qu'on veut, il reste mensonge. Washington vient dire le monde a changé, les paradigmes changent, les intérêts basculent au vu de tout le monde et donc il est temps de s'adapter à la nouvelle donne, je crois, j'espère, depuis novembre dernier. L'administration a changé demain à Washington. Et donc, Washington est une bonne nouvelle à partir du moment où c'est les États-Unis qui parrainent le processus et que on se rend compte que le problème était arrivé à un niveau où on se jetait de nos d'oiseaux sur le visage et au sommet de l'État, et qu'on commence par une déclaration de principe. On se pose, on réfléchit et on entame le processus. On fait une déclaration et après, maintenant, on négocie un accord. Ce qu'ils ont dit, si cet accord doit être signé par les deux chefs d'État, en présence du président américain, c'est montrer toute l'importance que les États-Unis accordent à ce processus-là. Donc, une bonne nouvelle, oui, la région peut souffler en attendant que les armes se taisent, parce qu'il y a encore quelques manœuvres à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Le ministre est aussi revenu sur cela, mais d'abord on pourrait suivre les détails de ce projet, puisque le 2 mai, on attendait, chaque pays a proposé. Et maintenant, je propose de suivre ce que le ministre parle sur les détails de ce projet, donc la proposition de ce que le Rwanda, du côté de Rwanda, ce que le Rwanda propose à la table. Et le 2 mai, les deux parties ont soumis leur contribution aux États-Unis, à la partie américaine, qui va consolider, qui va mettre en place et finaliser un projet d'accord de paix entre les deux pays. Nous, les ministres des Affaires étrangères, nous allons nous rencontrer dans la 3e semaine de mai pour finaliser ce projet d'accord qui aura été discuté par des experts auparavant. Et puis, on espère qu'à la mi-juin, il y aura une signature de cet accord de paix à la Maison-Blanche, donc avec le président américain Donald Trump, les deux présidents concernés, mais également les présidents
des pays ou des communautés qui ont joué un rôle dans la médiation. Le président, le chef d'État, puisqu'il y a l'émir du Qatar, il y a le président togolais, bien sûr, qui est le médiateur africain, et aussi le président kenyan qui représente l'EAC, et le président zimbabwéen qui représente la SADC. Donc, on espère que si tout va bien, donc, on aura un accord de paix qui va nous permettre d'aboutir à une paix définitive dans la région. C'est positif. Alors, Tite, selon toi, en tant qu'analyste, quel est le rôle concret de Washington et la différence, puisqu'il y a eu plusieurs processus? La différence, c'est que jusqu'à preuve du contraire, les États-Unis restent les patrons du monde. Ils pèsent sur le plan diplomatique, ils pèsent sur le plan politique, ils pèsent militairement, ils pèsent financièrement et sur le commerce mondial. On ne peut pas passer à côté des États-Unis. On ne peut pas se mettre à dos les États-Unis. Donc, que ce soit les États-Unis, je crois qu'il y a un élément qui a trop longtemps fait souffrir tous ces processus. Nairobi et Luanda ont buté sur la mauvaise foi de Kinshasa. Ça, c'est vraiment établi. Face aux États-Unis, je me demande si Kinshasa peut reproduire l'attitude de mauvaise foi. Ça va être un peu difficile. Je rappelle quand même qu'avant cette démarche de déclaration de principe, Kinshasa avait dépêché une très forte délégation à Washington pour obtenir la réunion de la Commission des affaires étrangères du Sénat et un seul point à l'ordre du jour, des sanctions contre le Rwanda. Et proposer un contrat mal ficelé, mal écrit, mal préparé, pour dire nous vous octroyons tous les minéraux que vous voulez chez nous, c'est le supermarché, venez vous servir à une seule condition. Nous demandons un soutien armé pour venir attaquer l'AFC M23. Ces deux initiatives, comme dirait l'ancien président Chirac, ont fait pchit. Et le cabinet américain qui avait préparé ça s'est vu retirer le contrat a été annulé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est qu'à Washington, ça prend le temps de réfléchir. Ça prend le temps d'analyser et de dire la proposition que vous nous ramenez, ça ne vaut pas grand-chose. À la place, voilà ce que nous proposons. On vous propose. Il y a vous, il y a le Rwanda. Vous vous accusez mutuellement. Nous avons suivi ce dossier depuis le début. La proposition est celle-ci. C'est ce que le ministre vient de dire. Et donc, on va aller étape par étape. On ne va pas brûler les étapes. Et donc, quand on lit la déclaration de principe, il y a quand même un élément nouveau. C'est que les États-Unis disent vous allez développer des projets communs dans l'environnement, dans l'énergie. J'ai vu que tout le monde saute sur les minéraux. L'échange. Sans même expliquer honnêtement c'est quoi la partie commerce du minerai. Le Rwanda a une qualité de raffinerie reconnue mondialement. Si vous amenez les minéraux du Congo qui sont raffinés au Rwanda, ce n'est pas partagé. Le Congo payera le service que le Rwanda a rendu et ira vendre son minerai où il veut. Mais il n'y a pas que les minéraux dans la déclaration. Il y a l'environnement. Il y a l'environnement aussi. On sait très bien, et ça c'est documenté, que les FDLR et les FRDC ont mis à mal le parc de Virunga. Ça, tout le monde le sait. Les Makala qu'on vendait à Goma depuis 3 décennies,
c'était l'exclusivité des FDLR. Ça, c'est documenté. Le parc de Kahuzi-Biega va très mal. Est-ce que quelqu'un peut refuser aujourd'hui que le Rwanda n'a pas d'expertise en matière d'environnement? Ça, c'est évident. Merci, c'est évident. Pour revenir un peu sur... oui. On est en train d'explorer tout ça, mais quand il y a des signatures, quand il y a de l'accord, après tout ce que la RDC avait commencé à faire comme accusation ou bien propagande, quel défi peut-on anticiper alors? C'est vrai, ils ont signé, oui, maintenant... La rhétorique change. Hein? La rhétorique change du tout au tout. Il suffit de voir le ministre Mouyaya à la télévision pour dire « Ah bon, on revient des vacances là. Hein? » Ça veut dire que la nouvelle année académique commence. Oui. La rhétorique change. Je viens de dire qu'il y a un cabinet qui a perdu son marché. Même les alliances changent. Et donc, c'est peut-être, hein, ce que je ne peux pas garantir, c'est l'état d'esprit. Est-ce qu'on est disposé à aller à la table des négociations avec la bonne foi? Ça, je ne donne pas encore de garantie. Oui. Mais au moins, c'est les États-Unis qui disent « nous prenons le dossier en main ». Je crois que nous avons tous vu qu'il y a une délégation américaine qui est allée à Doha. À Doha, oui. Il y a une délégation togolaise qui est allée à Doha. Oui. Il y a une délégation française qui est allée à Doha. Parlons de ces délégations, Tite. Alors là, on pourrait demander quelle a été la contribution respective des délégations des États-Unis ou bien de la France ou bien du Togo. Donc à Doha, comment donc leur présence a-t-elle influencé le processus? Si on peut faire un commentaire au niveau international, monsieur ambassadeur. Bon, la contribution de tous ces pays, hein, d'abord, c'est leur présence. Voilà. Quand je parle de leur présence, ça veut dire que tout le monde voit que ce n'est pas le Rwanda seul avec le Congo. Voilà. Il y a des témoins oculaires, voilà. Donc ils sont là. Ça, c'est déjà un avantage. Parce que tous, vous savez ce qu'on dit toujours, mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Ouais. Donc, on a longtemps vécu des situations de fait où le pays comme le Congo, ou l'administration, plutôt pas tout le pays, voulait incriminer le Rwanda à tout bout de champ. Tout ce qui respire, bon ou mauvais, c'est à cause du Rwanda. Ouais. De préférence le mauvais. Le mauvais. Ouais. Ce qu'ils ont de bon, ils le prennent ailleurs. Tout ce qu'ils ont de mauvais, le Rwanda. Causé par le Rwanda. Oui. Alors, une fois que vous avez un groupe d'observateurs, ou bien un groupe de participants, plus que 2 ou 3, ça devient maintenant quelque chose, c'est comme un bouclier qui va protéger tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, au risque de voir encore le même scénario. Le même scénario, voilà. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à répéter. Non, c'est le Rwanda. L'enfant crie à la fin, parce que l'enfant a faim. On dit non, non, c'est à cause du Rwanda, qu'est-ce qu'on va faire? Demande à Grammaire si on peut. Non. Donc, ce sont des choses assez enfantines qui changent. Donc, le bon côté de ce groupe élargi, c'est que chacun apporte ce qu'il voit, il apporte des critiques, il apporte des propositions et il apporte des bases solides pour un accord possible. Moi, je crois à cet accord. Mais comme le disait Tite, il est toujours de notoriété publique que chaque pays est souverain, que chaque pays peut faire ce qu'il veut pour l'intérêt de son peuple. Le peuple reçoit tout. Alors, ils peuvent bien changer, mais au moins tout le monde saura dire vous avez oublié quelque chose. Quand nous étions à Doha, ou quand nous étions à Washington, ou quand nous étions à Kinshasa ou à Kigali, vous avez dit ceci, vous avez
Et on était là. Et on était là. Ouais. Donc là, ça c'est un point positif, Important. important. Ouais. Alors, Tite, votre analyse sur ces délégations en leur présence? Non, mais je ne ferai pas mieux que l'ambassadeur. Ça veut dire qu'il y a des témoins qui ont pris connaissance du dossier sous diverses formes et que là maintenant, les délégations sont présentes. La partie mensonge sera difficile à faire passer. Je parlais là de la rhétorique victimaire. Il faut la laisser au vestiaire. Ouais. Les dossiers sont documentés et bien préparés. Et quand vous avez, excusez, mais vous avez une délégation américaine, ils ne sont pas venus en promenade. Vous avez des Français qui sont là. Vous avez le médiateur de l'Union africaine, le délégué du président Faure Gnassingbé. Vous avez les partis. Parfois, les belligérants sont là et c'est lui sur qui on veut mettre le chapeau. On analyse objectivement la situation. Et comme tout le monde veut arriver à la paix, ça va être difficile de se dérober. Et donc, il y a, ça montre d'ailleurs, qu'il y a un lien étroit entre Doha et Washington. Et donc, après Doha, le ministre nous promet que si ça va vite, s'il n'y a pas d'obstacles, d'ici juin, nous pouvons avoir la fumée blanche. Oui. Tu vas de bien dire s'il n'y a pas d'obstacle. On revient tout d'abord sur les défis qu'on peut anticiper, parce qu'il y a toujours eu du processus, des accords, des signatures. On écoute l'ambassadeur Nduhungirehe qui parle des défis qui peuvent être anticipés. Des accords, on en a signé beaucoup. Et le problème auquel on a fait face, c'est le manque de volonté politique de la part de la RDC à les mettre en œuvre. Et donc, pour cet accord, on insiste sur le besoin de mettre en œuvre les accords qu'on aura signés. On ne peut pas s'engager dans une négociation, d'aller à Doha, d'aller à Washington, d'aller à Luanda, Nairobi, que sais-je, mais que sur le terrain, on est toujours obsédé par une solution militaire. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est ça notre préoccupation. Et donc, nous avons des informations selon lesquelles le gouvernement congolais est toujours obsédé par cette solution militaire qui n'a jamais porté ses fruits. Et donc, il est important que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans ce processus et que les pays qui ont de l'influence sur la RDC aussi arrivent à convaincre ce pays que seul un dialogue politique franc et sincère peut nous amener à la paix. On entre dans une autre phase donc, qui nous concerne et qui est vraiment clé pour cette émission, les défis. Il y a toujours eu des défis, il y a toujours, en termes d'exécution, qu'est-ce qui peut être anticipé? Non, mais c'est ce que le ministre dit. Alors, dans le cas contraire, parce que où il y a la volonté politique d'aller à la paix, où il y a une volonté politique délibérée de continuer la guerre. L'avant-dernier round de Doha, la délégation de l'AFC M23 a présenté la liste de 700 personnes incarcérées en dolo dans des conditions inhumaines et dégradantes pour le seul crime d'être Tutsi. Tous les avocats qui viennent les voir en dolo disent que ces gens n'ont pas de dossier. La médiation a demandé à ce que la délégation congolaise transmette ça à Kinshasa et qu'on voit des signes de bonne volonté. Tshisekedi a décidé de libérer 5 personnes qui n'étaient pas sur cette liste-là. C'est ça qu'on appelle la mauvaise foi. Ouais. L'AFC M23,
laisse partir et accompagne des militaires congolais qui étaient dans la base de la MONUSCO. Ils auraient pu leur faire du mal. Non, ils font preuve de bonne volonté. On les laisse partir, la Croix-Rouge les accompagne jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est la preuve de la bonne volonté. Oui. L'AFC M23, en dépit des bisbilles avec la SADC, laisse partir les militaires de la SADC et leur matériel. Ils auraient pu en faire un butin de guerre. C'est du matériel militaire. Peut-être qu'ils en ont besoin. Mais pour montrer qu'ils sont de bonne foi et qu'eux ne font pas la guerre pour le besoin de faire de la guerre, vous avez demandé de partir, vous avez été vaincus, allez-y. Je viens de vous donner 2 exemples de bonne foi côté AFC M23, 0 côté gouvernement congolais. Je crois que ça va être encore répété à Doha et Washington. Comme le ministre le dit, il y a un peu de lassitude dans ces voyages. Il y a de la lassitude à passer des nuits entières à potasser sur des accords, à déplacer des chefs d'État qui ont des agendas dont on peut supposer qu'ils sont vraiment chargés. Vous signez et demain matin, il y a une partie qui sabote ces accords-là. Ambassadeur, du côté international, quelle peut être la préoccupation? Parce que là, on vient de dire qu'en termes d'exécution, il y a toujours des problèmes. Quelle peut être l'anticipation d'un défi quelconque au niveau international? Écoutez, au niveau international, je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de les décrire dans l'angle, ou sous l'angle plutôt historique. Historique. Surtout en revenant sur la désinformation. Exactement. Tout ça, désinformation, négationnisme, tout ça qui était dans cet angle. Là, maintenant, ça veut dire, depuis quelques mois, il y a un mélange. Alors maintenant, après le pas de Washington, bien, cette préparation, quelle peut être l'anticipation d'un défi qui peut survenir? Le défi, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait le recadrer dans l'histoire pour qu'on puisse voir exactement comment ça peut se développer en 2025. Si on regarde en arrière dans l'histoire du monde, ou de l'Europe, ou de l'Afrique, en 1884-85, un groupe de pays, ce n'est pas l'essai de les énumérer, ils se sont assis à Berlin et ils ont décidé ce que nous connaissons. Ils ont décidé sur et à propos de l'Afrique, sans que les Africains soient impliqués ni dans la discussion, ni dans la conclusion, ni dans les recommandations. Ça, c'est un. Ça, c'est un défi majeur. Ce qui correspond à ce défi aujourd'hui, maintenant, c'est que ce serait malheureux si on se retrouve devant une situation pareille où ils ne sont pas consultés, encore une fois, quand la prise de décision majeure va avoir lieu. Donc, si vous m'avez bien compris, je ne voudrais pas que ni les États-Unis, ni la France, ni le Qatar, ni le Togo, je vais mettre dedans. Donc, pour citer tous ces participants, ce serait dommage que ces mêmes participants, dans la construction du système de discussion sécuritaire, puissent maintenant dire qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo et le Rwanda, qu'est-ce que nous allons faire pour le Congo et la FC M23, et toute une série. S'ils ignorent qu'il y a eu des précédents, des discussions antérieures, ça c'est un défi majeur. Ils peuvent le faire, je ne le souhaite pas, mais si jamais ils le faisaient, ça c'est le premier défi. Non-consultation ou non-considération
revendications. des revendications. Revendications. Deuxième défi, c'est le défi, encore une fois au niveau international, un défi d'application des accords, l'application des conclusions du Conseil de sécurité, par exemple. Avant, vous parliez de grands frères États-Unis, de grands pays, etc. Oui, mais ils sont membres du Conseil de sécurité aussi. Ils font partie des 5 permanents. Donc, ce sont les 5 qui ont à dire. Le défi que j'ai aujourd'hui en tant qu'ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies et ancien représentant spécial du secrétaire général, le seul défi que j'ai aujourd'hui, bon, on peut en parler à la télévision, on peut écrire ou non, c'est que les décisions prises par le Conseil de sécurité, dont les États-Unis et la France sont membres, comprenez, les décisions prises depuis 30 ans. Là, j'étais témoin puisque j'ai participé à plusieurs de ces réunions du Conseil de sécurité. J'ai intervenu, mon collègue, l'ambassadeur Ndouangile, a intervenu, celui qui a précédé a intervenu. Donc, toute une série de succession d'ambassadeurs qui ont des expériences, qui ont entendu, qui ont vu, qui ont vécu ce qu'on a entendu et dit et décidé. Alors, le défi dont je parle, si aujourd'hui, je vais vous épargner encore une fois les chiffres ou bien les références, Pas de problème. les élections du Conseil de sécurité, non, je vous... On va faire référence de la récente, avec titre. Mais si vous prenez au moins 20 sur 40 ou plus, même jusqu'à 80, pendant toutes ces années-là, toutes ces résolutions disaient A, B, C, D. Inclus, donc dans ces A à Z, inclut ce que nous discutons aujourd'hui, en 2025. Si rien n'a été appliqué pendant toutes ces années, le défi que j'ai, que je trouve, c'est l'application aujourd'hui de ce que l'on propose. Est-ce qu'il y a une bonne foi pour mettre cela en application? Est-ce que c'est une façon de dire on va corriger nos erreurs du passé? Ou est-ce qu'on va remplacer nos faiblesses d'application du passé pour essayer de faire apparaître une bonne volonté de faire quelque chose de nouveau? Ça, c'est le deuxième défi. Oui. Le troisième défi qui est lié à ça, c'est que si même les membres du Conseil de sécurité disaient oui, c'est notre faute, les 5 permanents surtout parce qu'on ne peut pas blâmer ceux qui viennent et qui passent. Non. Hein? Vous n'allez pas blâmer le Rwanda parce qu'il a été là 2 fois ou 4 fois pendant 30 ans. Non, il était passant. Mais il y a des permanents qui sont là et qui devraient mettre en place la façon de renforcer les applications des conclusions des résolutions faites. Mais comme je disais, dans ce cadre de non-application des résolutions, le même Conseil a créé une mission de travail, une mission de maintien de la paix, une mission d'appui au gouvernement congolais pour pouvoir changer la donne, pour pouvoir réformer le secteur de la sécurité, pour essayer de développer le pays dans le sens de la bonne gouvernance, etc. Et là, quand je parle du Conseil de sécurité, il a laissé ça aux Nations Unies, à l'Union africaine aussi. Parce que les mêmes résolutions s'étaient prises, ici et là. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, et ce qu'il ne faut pas aujourd'hui, c'est qu'ils multiplient les efforts de paix ou de création de la MONUSCO, de mission, etc. Mais, malgré tout ce que l'on dépense comme ressources, on ne trouve pas la mise en application de ce qu'ils ont fait. Rien. Et là, en tant qu'ancien chef de mission moi-même, je me pose des questions parce que je me dis, si j'étais à sa place, ou bien si j'étais à la place de mes collègues qui sont au Congo depuis 25 ans, qu'est-ce que je dirais? Que ferais-je? C'est un défi qui interpelle tout le monde. Ce n'est pas seulement l'ambassadeur Moutawawa, non. Ça interpelle tout le monde. Tout le monde. Si vous n'avez pas renforcé la capacité de
de décision et de rappel pour rappeler aux gens, voilà ce que vous deviez faire il y a 20 ans, vous n'avez pas fait, malgré nous. Nous avons continué encore à vous entretenir, etc. Changeons de choses. J'espère qu'en 2025, il y ait une décision inhabituelle pour dire à la mission des Nations Unies, voilà, chers amis, chers collègues, on vous donne le même billet, on vous donne le même budget, on vous donne le même mandat, mais allez passer à l'action. Si vous devez débarrasser le Congo des FDLR à travers la démobilisation, etc., allez-y, faites-le. Mais vous n'allez pas nous retrouver encore sur la même table l'année prochaine pour répéter la même histoire. Les mêmes échecs par les mêmes personnes. C'est ça que je trouve comme défi, encore une fois. Donc le défi de reconnaissance de ses faiblesses, de ses échecs, ou de ce manque de volonté politique de le faire. Ça, en fait, c'est pour être plus correct, politiquement correct, oui. C'est le manque de volonté politique de chacun de ces 5 ou de chacun de ces 15 membres pour essayer de mettre le tout en place et mettre le doigt là où il doit être. Voir le problème qui empêche donc d'exécuter ce qu'ils ont décidé de faire. Et là, je reviens toujours sur le même défi où je termine en disant que les origines des problèmes que nous vivons, les origines des problèmes qu'on essaie de résoudre pendant toutes ces années sont toujours là. Sont toujours là. Et on les ignore. On regarde de l'autre côté, on regarde de l'autre côté, on vous dit non, non, c'est là. Non, on ne veut pas les regarder en face. C'est le moment où jamais, ambassadeur, où le défi devrait... La bonne nouvelle, c'est que ce round de Doha, il est prévu qu'on discute des causes profondes des conflits à l'est du Congo. Et je crois que la délégation de l'AFC M23 est suffisamment outillée pour apporter les éléments historiques, sociologiques et juridiques devant toutes les autres délégations. Si cette adresse, si cette étude des origines profondes de la situation telle qu'elles vont être étudiées, tu peux être sûr que je serai rajeuni de quelques 20 ans. En fait, c'est toujours le même cas, puisque l'ambassadeur vient de dire, c'est vrai, il y a toujours une bonne volonté, mais aussi c'est la question, bien sûr, on a vu à Doha, donc les causes profondes, c'est une chose de voir, de décider à faire quelque chose, cette volonté, mais c'est une autre chose de passer à l'action. Donc c'est ça la préoccupation en fait. Quel commentaire pourriez-vous faire? Donc, je me rappelle, il y a un jour dans vos réactions, vous aviez parlé des résolutions du Conseil de sécurité. Vous avez dit qu'il y a des fois, c'est comme copier-coller des résolutions qui avaient été... Oui. Alors, cette fois, est-ce que ça veut dire que si Washington scelle un début de rapprochement, est-ce qu'il y a toujours il y a un espoir que maintenant, ça vient vraiment du fin fond et ils sont prêts à exécuter ce qui est dans les résolutions, bien dans les accords? Je parlais d'un élément nouveau. C'est que les États-Unis ont parlé de business. On fait la paix pour faire place au business et aux projets de développement. Okay. Ce n'est plus les grands messes qu'on organisait avec des envoyés spéciaux venus d'ici ou là, avec des beaux stylos pour signer des accords. Cette fois-ci, c'est quasiment la paix pour permettre le développement. Et même que les Américains, je crois, ils sont allés un peu plus loin. Ils ont dit, nous allons investir dans ces projets. Donc nous aussi, nous sommes intéressés et nous allons tirer profit. On est intéressé par votre paix. De ces projets-là. Mais le préalable, c'est qu'il y ait la paix dans la région. La moindre. Et donc, si Washington nous dit... faites vite parce que nous, on veut faire du business. Si Doha nous dit, nous avons identifié les causes profondes et nous avons fait des propositions concrètes, je suis en train de voir mal un acteur aussi affaibli que Tshisekedi faire marche arrière.
J'ai dit il est affaibli, pourquoi? Parce qu'en interne, ça va vraiment très mal. Son propre parti est devenu l'ombre de lui-même. L'union sacrée, ça ne va pas du tout. Bahati Lukwebo est porté disparu. Kamere est menacé par la milice de l'UDPS. La Senko, qui est quand même une institution très représentative sur toute l'étendue du territoire, ne cesse de dire la réalité au pouvoir et rappeler à ce pouvoir qu'il est corrompu, qu'il joue contre son peuple et qu'il devrait arrêter de diviser les Congolais par son discours de haine. Cette délégation a fait aussi le tour des capitales mondiales pour présenter sa vision du processus de paix en disant, parmi les obstacles que nous avons le gouvernement congolais. Et donc, aujourd'hui, en interne, ça va très mal. Et sur le plan diplomatique, 2 des 5 grands prennent le dossier à bras-le-corps avec le représentant de l'Union africaine, avec Doha. Comment se fait-il qu'il peut encore jouer à cache-cache face à ces grands témoins? Et puis, il y a le fait que, militairement, il a été défait. Et donc, en dépit des informations disparates qui nous arrivent et qui disent qu'il a toujours envie, est-ce qu'il a envie et il a encore les moyens? Ça va être difficile à concilier. Alors là, maintenant, on va clôturer notre émission par un point qui est très important. Tite vient de mentionner quelque chose de très important. Pour lui, la différence, c'est que maintenant, Washington propose du business, alors qu'on sait même que la RDC, c'est ça qui a intéressé vraiment la RDC récemment. Ce qui a été vraiment évident, c'est que le Rwanda voulait protéger les citoyens, la sécurité et tout. Et la RDC, c'était surtout donc business, minerai, on est préoccupé. Est-ce qu'aujourd'hui, si on dit il faut qu'il y ait la paix et on propose d'investir, ça c'est Washington, est-ce que maintenant vous pensez que c'est une solution? Écoutez, Amandine, ça peut être une solution tout comme ça peut être un échec. Tout dépend de ce que disait Tite, tout dépend de comment ils reçoivent l'idée et comment ils se comportent. Parce que si vous n'avez pas de volonté politique de pouvoir changer, le changement de mentalité, c'est très important. Nous avons un problème qui est connu au Congo, c'est un problème de leadership solide. C'est un problème de gouvernance, de bonne gouvernance. Il n'y en a jamais eu de Léopold II jusqu'à aujourd'hui. Ça, je peux le démontrer scientifiquement. Il n'y en a jamais eu. Donc, aussi longtemps qu'on a cette maladie de mauvaise gouvernance, cette impression insiste sur la corruption, sur ceci et ça. C'est la mauvaise gouvernance en général. Donc, le manque de bonne gouvernance éradique déjà toutes les possibilités de solutions. Parce que tout ce que vous avez, vous gaspillez, vous faites ceci, vous faites ça. Prenez le cas puisqu'on parlait de quand les États-Unis sont venus maintenant devenus intéressés au sujet. Cela s'est fait comment? C'est parce qu'il y a des gens à Washington ou à New York qui regardent combien d'argent, combien de dollars sont dépensés ici et là à travers la fenêtre de certains bureaux des lobbyistes et ailleurs. C'est devenu, c'est connu, dans les rues de New York, de Washington. Si je vous donne 20 millions de dollars, est-ce que vous pouvez m'aider à discréditer le Rwanda et son président? Est-ce que ils appellent carrément 50 pays, 50 journalistes de 50 pays, on vous donne l'argent, est-ce que vous pouvez éclabousser le Rwanda et son président, etc. Et l'argent sort. Pourquoi? Parce que le pays est riche, entre guillemets.
Oui. Donc, il y a beaucoup de dollars, il y a beaucoup Oui, oui. de qui peuvent être utilisés pour acheter n'importe quoi et n'importe qui. Alors, si aujourd'hui, l'administration à Washington dit hey, stop, c'est très bien, c'est votre argent, c'est votre avoir, c'est vos avoirs, vous pouvez les dilapider comme vous voudrez, mais il faudrait que la vie continue. C'est-à-dire que la vie des pays, la vie des relations internationales continue. Vous avez un pays, j'ai un pays, il a un pays et l'autre a un pays aussi. Nous devons voir dans quelle mesure nous pouvons nous servir l'un des autres, les uns les autres. Alors, dans ce cadre-là maintenant, quand je regarde ce qui va se faire ou ce qui peut se faire, c'est que si la France, par exemple, dit, nous, en tant que France, c'est nous qui avons le droit de plume pour toutes les résolutions du Conseil de sécurité sur le Congo, Oui. ou sur le Rwanda, ou sur l'Afrique francophone, etc. C'est un exemple que j'ai donné sans aller trop dans les détails. Nous croyons que ce que vous devez faire, c'est ceci, c'est ça, c'est ça. Pas nécessairement nous dire merci pour avoir mis sur papier la résolution 27-13 ou bien je ne sais pas combien. Non, mais toutes les résolutions qu'on a conçues, qu'on a mises sur papier, c'était pour vous. Et au lieu d'être reconnaissant, vous avez passé encore 20-25 ans à nous faire danser sur une seule jambe. Là. On est en train de danser le rigolo. Non. Alors, c'est le moment où on dit non. Essayons de voir comment on peut parler le même langage. S'ils parlent le même langage, alors là, j'ai l'espoir que les choses vont se faire proprement. Merci beaucoup. Selon l'ambassadeur, si la communauté internationale, les 5 pays qui sont influents parlent le même langage, là, il y a de l'espoir. Alors, du côté de la région des Grands Lacs, qu'est-ce qui peut être indicateur que ça, c'est un nouveau départ pour la résolution du conflit à l'est de la RDC? Ah ben, ça veut dire que Tshisekedi et ses équipes abandonnent la rhétorique victimaire, ils arrêtent le discours de haine, ils arrêtent la persécution des Tutsis congolais et ils montrent qu'ils sont de bonne foi en libérant ceux qui sont à Ndolo et à Makala. Il arrête de courir les capitales pour aller chercher des équipements militaires et son alliance avec le Burundi doit être... il faut mettre fin à ça, en tout cas à l'alliance militaire. Ça, je crois que ce sera les indicateurs. Du côté du Burundi, il va falloir qu'on dise au président Ndayishimiye de se calmer et d'arrêter de délirer finalement, de dire des choses invraisemblables contre le Rwanda. Il faut que les services de renseignement donnent des informations à ceux qui sont pour la paix, que Tshisekedi et Ndayishimiye n'ont pas fini de chercher la guerre. Parce qu'on a vu des photos cet avant-midi Sur terrain, c'est des Burundais qui sont à Matadi, c'est à l'autre bout du Congo. Mais là-bas, il y a un camp militaire. Et ce n'est pas des militaires qui sont là. C'est des Imbonerakure avec les forces du progrès de l'UDPS. Qu'est-ce que ça présage pendant que Doha et Washington se battent pour avoir la paix? Et donc, si vous avez des indicateurs comme ça, Tshisekedi, finalement, danse du valse, un coup à gauche, un coup à droite, mais je veux d'autres militaires et que son compère burundais lui dise j'ai encore de la chair à canon à vous fournir ici, on n'aura pas
cette paix tant souhaitée autant par les grands de ce monde et par la région. Donc, je crois qu'il faut le tenir à l'œil et lui montrer de temps en temps ses manquements et ses manœuvres parce qu'ils oublient. Hein? Je vais dire heureusement, ils ne sont pas discrets. Quand vous amenez les Imbonerakure à Matadi et qu'ils disent « Waouh, j'ai vu le pont Maréchal, moi je vais me faire photographier », et tout le monde les voit et il arbore le drapeau de son pays. Et donc, ça c'est des manœuvres qu'il faut dénoncer, oui. Voilà. Je devrais plutôt ajouter, si le temps vous me le permet, il y a des faits historiques, encore une fois, sur lesquels je devrais revenir avant qu'on ne termine le programme. Si vous regardez en arrière, je ne veux pas préempter sur l'étude des causes lointaines. Là, ça va avoir lieu à Doha, je veux bien, mais même avant que cela n'arrive, quand je regarde l'histoire de la région, je ne parle pas seulement du Congo, du Rwanda, quand je parle de l'Afrique en général, et la façon dont elle a été répartie en plusieurs pays que nous connaissons aujourd'hui, 54 ou 55. Ce n'est pas le travail que nous avons fait, ce n'est pas le travail qui a tenu compte de nous, comme peuple africain à ce moment-là, ni les langues, ni la culture des gens. Mais pourtant, ça nous impacte aujourd'hui. Si cela reste le cas tel que c'est, et que ceux-là qui l'ont fait, qui ont eu une main chaude dedans, une main active, continuent à agir sous la table et à mener le jeu, rien ne sera possible. Là, je peux ne pas être très diplomatique. La Belgique dit, venez, les Européens, venez, on va prendre des sanctions contre le Rwanda. Paf, solidarité de l'Union européenne. 27 pays, paf, tout le monde, même ceux qui ne sont plus dans l'Union européenne, comme mon cher pays, la Grande-Bretagne. Ouais, eux aussi, ils abondent dans le même sens. Donc ça vous montre que la mentalité d'hier n'a pas changé aujourd'hui. C'est la solidarité dans le mal. Cette solidarité dans le mal, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas me faire croire comment 50 journalistes, ou bien 50 journalistes de 11 pays différents peuvent se mettre d'accord sur un projet aussi machiavélique que néfaste. Ouais. Et là, les gens trouvent ça normal. Ils ne commentent même pas. Le pays qui a donné ces journalistes, ou d'où ils viennent, ils ne disent rien. On trouve ça normal. Moi, je ne trouve pas ça normal. Ouais. Donc, ce genre d'hypocrisie légendaire qui est devenue une hypocrisie historique maintenant, devrait changer parce que les temps ont changé. Nous sommes dans 2025. 2025. Ouais. Le monde, malheureusement, le multilatéralisme se meurt s'il n'est pas déjà mort. Mais le monde devient de plus en plus multipolaire. Ouais. Donc on a le choix, on a grandi, on n'est plus de petits gamins. L'enfant qui était né en 1884 n'est plus enfant, s'il existe encore. S'il existe encore. Tu vois? Le temps nous fait défaut, on reviendra sur le dernier point que vous venez de mentionner, qui est très important. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, pour avoir répondu à mon invitation. C'est notre plaisir. On parlait des tensions entre Rwanda et RDC, donc Washington qui scelle un début de rapprochement, c'était Majuscule Propos. Et vous étiez avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.